merci d'être venu à cette matinée de dédicace pour le livre de Madame Thiané Ndiaye. Donc, Docteur Doudou Diouf, qui est un jeune frère, qui est chimiothérapeute, médecin oncologue à l'Institut du cancer. Monsieur Abdoulaye Diallo, directeur des éditions Harmattan. Madame Oulimata Mambay. Chers honorables invités en vos rangs, qualités respectives. Mesdames, Messieurs, je voudrais me réjouir ce jour à l'occasion qui m'est offerte de prononcer un petit discours lors de cette présente cérémonie de dédicace sur le livre de Madame Thiané Ndiaye intitulé « Malade du cancer, l'œil d'une patiente ». Donc ce livre que j'ai commencé à lire avec beaucoup d'attention et ça m'a permis de voir l'œil de la patiente avec par moments quelques difficultés de compréhension. Mais la LISCA était là. Pourquoi je vais venir vous dire pourquoi la LISCA a été relancée. La LISCA a été relancée en 2009 parce que nous tous étant des médecins à l'Institut du cancer, voyant les difficultés des patients, les difficultés quotidiennes des patients, on s'est dit que ce n'est pas à l'intérieur de l'hôpital qu'on pourra aider les malades. Il faudrait que nous relancions cette ligue qui existe déjà pour vraiment voir comment lutter efficacement, comment accompagner efficacement les malades du cancer. Donc la Ligue a été relancée en 2009. Et depuis 2009, nous avons eu à faire beaucoup de réalisations, surtout dans la lutte contre le cancer, à faire beaucoup de plaidoyers et à faire surtout des prises en charge. Et pour la lutte contre le cancer, l'accompagnement des malades ne s'arrête pas seulement à la prise en charge thérapeutique des malades, ni à payer des bilans, mais nous avons équipé et construit des structures pour que les malades du cancer soient à l'aise. Nous avions organisé 3 téléthons. Le premier téléthon, nous l'avons organisé en 2010 et en ce moment, la chimiothérapie avait un coût exorbitant où le protocole pouvait atteindre 6 millions. Et donc, à cette époque, nous avions eu 131 millions et nous avons pris à l'époque 157 malades. Et en 2018, nous avons pris en charge, nous avons organisé un deuxième téléthon qui nous a permis de prendre en charge 679 malades. Et le dernier téléthon qu'on a organisé juste avant la pandémie qui nous permet de prendre en charge. À ce jour, nous sommes à plus de 363 malades pris en charge. Mais cette prise en charge ne s'arrête pas seulement à l'achat des médicaments, mais nous organisons des groupes de parole. Parce que nous savons que les malades qui sont dans une détresse à l'annonce de leur diagnostic, il faut les accompagner sur le plan psychologique. C'est pour ça que tous les derniers mardis de chaque mois, nous organisons un groupe de parole avec des médecins, des assistants sociaux, des psychologues et des malades qui sont guéris du cancer pour leur permettre de discuter entre eux, de s'accompagner. Parce que le cancer, c'est un combat qu'il faut gagner. Et là, je pense que ce qu'elle a fait, son livre, c'est une thérapie. C'est une thérapie de tout ce qu'elle a vécu pendant son combat, durant son combat. Mais moi, je peux relever quelques détails, non pas pour vous offenser, parce que c'est le critique du médecin, le critique du personnel médical, parce qu'il y a une malcompréhension des malades par rapport au personnel médical. Parce que parfois, on leur donne un rôle qui n'est pas leur. Parce que toute personne qui porte une blouse blanche n'est pas médecin, n'est pas habilité à répondre à toutes les questions du malade. Et parfois, comme ils sont débordés, ils répondent de manière peut-être, parce qu'eux aussi, ils n'ont pas été formés à répondre correctement, ils reçoivent beaucoup de monde. Mais en fait, ça, je tenais à le souligner devant le public, que en fait, quand on demande à une secrétaire
interpréter un résultat, elle n'est pas habilitée à interpréter un résultat. C'est au médecin qui a demandé le bilan d'interpréter les résultats. Donc ça, ce sont des incompréhensions et ça permet à la LISCA de mieux souligner, de mieux travailler en avant la communication au sein des hôpitaux pour permettre aux malades de mieux faire leur traitement, de mieux d'être dans leur combat quotidien sans avoir des appréhensions, sans avoir l'impression de ne pas être compris. Et ça, je tenais à le dire, hein. C'est pas vous offenser, mais je tenais à le dire parce que ça me tient à cœur. J'ai commencé à lire avec beaucoup de passion ce livre qui nous édifie. La LISCA n'a pas attendu ce livre-là, mais ce livre doit servir aux administrateurs des hôpitaux. C'est important de le déposer aux administrations des hôpitaux qui pourront vraiment changer la mentalité, la communication à l'égard des malades. Je vous remercie. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci au Dr Fatma Gounou de nous recevoir ici à la LISCA. C'est la maison de tout le monde, c'est la maison des médecins, des cancérologues, c'est la maison des malades. Vraiment, ils aident énormément les malades. Merci beaucoup à M. Diallo d'avoir publié notre patiente. C'est notre patiente à nous. Elle est devenue quasiment une amie. On passe tellement de temps avec les malades et avec certaines malades, le courant passe tellement bien que finalement, les malades deviennent des amis, les malades vous demandent des conseils, les malades partagent avec vous les difficultés qu'elles ont dans leur vie, dans leur quelquefois leur intimité. Et malheureusement, souvent, il n'y a pas d'écoute de l'autre côté, il n'y a pas d'assistante sociale pour faire ce travail-là. Et nous, médecins, cliniciens, praticiens, on est obligés de faire ce travail. Et je vous assure que le livre qu'elle a écrit, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de gens qui ont envie d'écrire ce livre, mais n'ont pas peut-être osé ou n'ont pas le courage de sauter ce premier pas. Donc, en voyant ce livre, peut-être ça va les encourager. Sur l'occasion de la féliciter, Tiane, ça a été dur. Et pour beaucoup d'autres malades, ça a été dur. Quelquefois, ça a été même beaucoup plus dur. Parce qu'elle, elle est enseignante, elle comprend parfaitement quand on lui explique. Mais imaginez une femme qui vient de très très loin, qui a son cancer du sein, qui ne comprend pas du tout français. Quelquefois, qui rencontre des médecins qui sont des médecins étrangers, il n'y a pas de traducteur dans la salle, ils ne comprennent absolument rien. Imaginez cette femme qui n'a même pas d'imputation budgétaire pour faire ses radiologies, faire sa mammographie, faire son scanner, faire son bilan sanguin, avant d'en arriver au diagnostic. Ça peut coûter au bas mot 300 000 francs pour le cancer du sein. Donc imaginez cette femme qui vient de loin, qui a laissé son mari, qui a laissé ses enfants, qui doit rester à Dakar pour faire une chimiothérapie pendant 4-6 mois avant de faire une amputation du sein, avant de faire une radiothérapie. Donc ce traitement au bas mot va durer entre 6 et 8 mois. Donc tous ces problèmes-là, les femmes sont en train de le subir. Et maintenant, en plus de ces problèmes médicaux, on va avoir des problèmes dans l'hôpital dû à un parcours de soins qui n'est pas très bien codifié, qui est relativement difficile pour tout le monde. On a même honte quand on lit ces genres de livres, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. C'est ce que nous avons dénoncé depuis tellement longtemps qu'on n'a même plus envie d'en parler, parce qu'on va dire qu'on va te taxer d'opposants, on va te taxer de contre des gens, alors que ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a envie que les choses s'améliorent. Donc si un malade, ou bien une malade, écrit un livre, à travers ce livre, permet de faire des témoignages qui vont d'une part permettre à l'autorité de savoir, noir sur blanc, qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas normales et qu'on peut améliorer avec juste une meilleure organisation, avec juste un peu de moyens, un peu plus de moyens pour les hôpitaux, cela nous rassure, cela nous fait énormément de plaisir. Si en plus de ce livre, ça permet aux autres femmes qui n'ont pas encore la maladie, ça permet aux femmes qui ont la maladie, qui n'ont pas le courage de se soigner parce qu'elles considèrent que le cancer, c'est une maladie taboue, c'est une maladie honteuse, c'est une maladie qui conduit inéluctablement vers la mort. Alors qu'elle, elle a traversé ces dangers-là, elle a traversé cette maladie pour pouvoir témoigner aujourd'hui, pour pouvoir dire aux malades, ça a été dur, ça a été vraiment très très dur, ça a été très cher, mais malgré ça, je m'en suis sorti grâce à l'aide de ma famille, elle l'a dit dans son livre, grâce à l'aide de mes médecins
Mais grâce à l'aide des associations comme la LISCA, qui ont pu permettre de traverser ces moments très très durs, elle n'a pas été seule. Donc ces femmes, vous n'allez pas être seules. On ne peut pas dire qu'on ne fera jamais de cancer. Personne ne peut vous dire que vous ne ferez jamais de cancer du sein. Donc vous ne pouvez que faire de la prévention, vous ne pouvez que faire des dépistages. Mais si on vous découvre un cancer, oui, il y a des gens qui pourront vous accompagner avec des difficultés. On ne le nie pas, on ne le cache pas. Moi, je ne suis pas là pour cacher des difficultés. Il y aura certes des difficultés, mais il y aura quelquefois des moments d'espoir, il y aura quelquefois des moments de joie qui permettent de pouvoir traverser ces moments difficiles. Donc moi, je l'encourage, je la félicite et je me sens vraiment très honoré d'avoir été cité dans son livre. Je me sens très honoré d'avoir été invité ici. Moi, j'ai fait comme mon boulot, je suis un fonctionnaire de l'État sénégalais. Voilà, je fais mon travail comme je peux. J'essaie de le faire comme je peux, du mieux possible. J'essaie de former les gens, j'essaie d'aider les jeunes étudiants à faire le travail du mieux possible. Quelquefois, ce n'est pas le cas, parce que tout le monde n'est pas satisfait de notre travail comme elle l'est. Ce n'est pas possible pour l'avoir de tout le monde, mais on essaie. On essaie de le faire pour que le maximum de malades soient satisfaits. En tout cas, je l'encourage, je la félicite encore une fois et j'encourage toutes les autres à faire de même, à faire des témoignages. En France ou ailleurs, on a l'habitude de voir des ministres dire « Oui, je suis en train de me soigner du cancer. Je suis en train de faire mes chimiothérapies. » Pour que les gens sachent que ce n'est pas tabou. On peut faire son traitement, continuer à travailler. Moi, toutes les malades que je soigne, je les encourage à continuer le travail. Quelquefois, j'ai des secrétaires, j'ai des directrices de société actuellement, j'ai des ingénieurs qui sont en train de faire leur chimiothérapie. Je leur dis, essayez toujours de faire votre traitement un jour où vous êtes le mieux possible. Vous le faites le vendredi et puis le lundi, vous essayez de retourner au travail au maximum possible. Si vous n'êtes pas bien, on vous fera des certificats médicaux qui vont justifier le fait que vous êtes en train de faire un travail qui ne vous permet pas d'être régulièrement présent. Et cela permet, si vous avez un patron, de comprendre que vous avez une maladie avec un traitement qui est très très lourd, qui pourrait expliquer les absences, qui pourrait expliquer la fatigue, qui pourrait justifier le fait qu'on vous diminue un peu la charge de travail. Donc c'est vraiment le témoignage que je voulais faire, dire aux gens que ce n'est pas une maladie taboue, c'est une maladie qui augmente. En 2017, on était à 390 cas de cancer du sein à l'Institut du cancer. En 2018, on est passé à 520 cas de cancer. En 2019, on est passé à 636 cas de cancer. Vous voyez que chaque année, le nombre de cas de cancer augmente. Ça va encore augmenter. On n'y peut pas grand-chose pour le moment. Peut-être une solution va venir. Mais pour le moment, ça va augmenter. Donc, dépistons les malades. Faisons beaucoup plus de prévention, ce qui permettra de trouver des cas de cancer à des stades peu avancés, de ne même pas arriver à la chimiothérapie, de juste les guérir avec une chirurgie et la radiothérapie. Donc, je vous remercie de votre attention et beaucoup de courage à Pharma. Merci. Cher Tiané, auteur du livre qui nous réunit aujourd'hui, Mesdames, Messieurs, membres de la famille et amis de Tiané, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais me réjouir de me retrouver ici pour prendre la parole à l'occasion du lancement du livre de Madame Tiané Ndiaye, qui revient sur le combat qui a été le sien pour arriver à bout de la maladie du cancer. Vous m'autoriserez d'abord à saluer tout le travail immense, honorable, vraiment tout le combat que la LISCA est en train de mener dans ce pays. C'est une bénédiction pour les femmes malades du cancer d'avoir des combattantes de la trempe de Madame Fatma Guenoune et de ses collègues, médecins, infirmières, aides-soignants, secrétaires administratifs, pour quelque part assister l'État dans le cadre du combat qui est mené pour vaincre cette maladie qu'est le cancer.
J'ai l'habitude de dire à mon grand frère qui est médecin, professeur d'urologie, que tous ceux qui sont allés à l'école n'ont fait qu'accompagner ceux qui ont fait des études de médecine. Il se marre, il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, mais pourquoi? Parce que c'est l'utilité que vous avez. Vous êtes les seuls à qui le bon Dieu a donné le pouvoir de maintenir, de continuer à maintenir la vie sur terre. Et en cela, Madame Guenoun, je voudrais quand même, à travers votre personne, vous féliciter tous ceux qui se battent pour arriver à bout de cette maladie. Et vous dire toute la disponibilité de l'Harmattan Sénégal pour vous accompagner autant que nous pouvons selon nos moyens dans le cadre de ce combat. Vous n'hésitez absolument pas du tout. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nous avons publié le travail de Tiané. J'y reviendrai tout à l'heure. Et saluer aussi à travers la personne du professeur Doudou Diouf le combat que les médecins du public, le travail que vous êtes en train de faire. C'est un milieu que je connais très bien parce que j'ai de la famille, dans la famille des médecins, mais je suis aussi et surtout lié avec le professeur Abdul Khan, que vous connaissez très bien, qui est cardiologue, avec qui nous avons fait 3 livres. 2 premiers livres, un recueil de nouvelles qui a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale sur la situation des hôpitaux dans ce pays. Professeur Doudou Diouf, c'est la première fois que nous nous connaissons. Mais le témoignage que Madame Guenoun a dit tout à l'heure, je l'ai entendu avant elle, de la part de vos collègues, qui vous vouent un respect immense pour la qualité de votre travail. Personnellement, au mois de novembre dernier, j'ai perdu mon grand frère suite à un cancer de la vessie qui a été traité, on a les moyens, il a été accompagné, mais c'est un cancer qui a été dépisté en phase 4, c'est-à-dire à une phase très avancée. Il n'y avait plus que l'accompagnement pour l'aider en fait à supporter ces derniers moments de sa vie, on va dire. Le nom du professeur Doudou Diouf est revenu de la part d'une de vos collègues, le professeur Khadiba Fall, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du travail immense que vous êtes en train de faire. Elle me dit, mais docteur, on aurait découvert cette maladie un peu plus tôt, je vous aurais mis entre les mains du professeur Doudou Diouf de l'Institut Curie. Mais le bon Dieu en a décidé autrement. En tout cas, cher professeur Doudou Diouf, considérez que vous avez la bénédiction et les prières de toutes celles et de tous ceux que vous accompagnez. Et c'est important dans le combat que vous êtes en train de mener. Vous n'êtes pas nombreux dans ce pays, ce qui est dommage, avec tout ce que la faculté de médecine forme dans notre pays. L'État aurait dû être un peu plus présent. Vous n'oserez pas le dire, je peux me le permettre de le dire, pour vous accompagner. Pourquoi? Parce que, et c'est l'occasion d'aborder les difficultés que les hôpitaux de notre pays, aussi bien les patients, Tiané en a parlé, mais moi je vais surtout parler de la difficulté de ceux qui ont accepté de refuser, en fait pas de refuser, de mettre de côté les salaires faramineux et les revenus faramineux qu'offre la médecine privée, que ce soit ici ou en dehors de nos frontières, pour se consacrer au travail de la médecine dans nos hôpitaux et de continuer à former nos étudiants. C'est extrêmement difficile. Le professeur Abdul Khan est revenu largement à travers l'œil du médecin parce que le travail de Tiané ne vient que compléter le regard de ce qu'un médecin a déjà eu à poser sur les difficultés que vous rencontrez. J'ai failli écrire un courrier en novembre de l'année dernière concernant le cas de mon frère pour poursuivre en justice un professeur de médecine. Simplement pourquoi? Parce que moi je savais dans quelle situation était le malade. Mais ma grande sœur qui ne s'y connaît pas, qui accompagne son mari malade, elle arrive devant la porte
d'un médecin, professeur des plus gradés, et on lui claque la porte au nez. La dame savait, le professeur en question savait que peut-être qu'il était en phase terminale, mais ce n'est pas une manière d'accueillir un malade. Quand ma grande sœur m'a raconté cette scène, je lui ai dit, mais écoutez, je vais prendre mon courrier, je vais demander à un avocat, je vais poursuivre autour des médecins et tout. Mais après avoir discuté, notamment avec le professeur Khadiba Fall, il me dit, mais écoute Abdoulaye, ce n'est pas la peine. On peut essayer de régler le problème autrement. Et c'est en cela quand même qu'on ne peut faire qu'inciter l'État à augmenter les efforts qu'il est en train de faire pour permettre à nos hôpitaux de pouvoir soigner nos malades. Parce qu'une population saine est une population qui peut travailler, est une population qui peut produire des richesses, est une population qui peut sortir un pays du sous-développement. Et en cela quand même, nous saurons compter sur les autorités sanitaires, voilà pour que le travail qu'ils sont en train de mener puisse être continué. Et je terminerai par un mot sur le courage qui a accompagné Thiané depuis que cette maladie s'est invitée en elle. Parce qu'il faut beaucoup de courage. Le professeur Doudou Diouf, qui les côtoie au quotidien, qui connaît le niveau de souffrance de ces personnes, a eu à dire, il faut beaucoup de courage déjà pour combattre et arriver à bout d'abord de la maladie, c'est-à-dire le combat qu'on mène pour que notre corps puisse dompter la souffrance de la pathologie. Le professeur Djibril Samb a l'habitude de dire, pour relativiser les difficultés de la pathologie, en disant que la pathologie n'est que le reflet de notre humanité en fait. On est malade parce qu'on est des êtres humains et que nous vivons. La personne qui ne vit pas ne peut pas tomber malade. Et Thiané a eu le courage d'abord au travers de sa personne. Elle a eu le courage aussi d'affronter notre société sénégalaise qui est une société qui voue aux gémonies toute personne qui est malade. Au lieu de regarder le malade comme une personne qui a besoin d'assistance, on a une société qui condamne la personne malade. Et c'est en cela quand même que la famille de Thiané mérite d'être remerciée dans l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'un seul malade ne peut pas vaincre la maladie du cancer. Il faut que ce malade soit accompagné. Mais elle a vaincu aussi la difficulté des méandres de l'administration hospitalière. Et je fais la différence entre les cliniciens traitants et l'administration hospitalière. La différence, elle est là. C'est-à-dire, quand vous arrivez à l'hôpital, l'accueil que vous recevez, ce n'est pas les professeurs qui vont vous accueillir, mais c'est le parcours du combattant qui est mené avant d'arriver à ces médecins qui doit être revu. Et je pense que le ministère de la Santé et tous ceux qui travaillent dans l'administration, la gestion des hôpitaux doivent faire ce travail d'accompagnement. Les ressources humaines sont là. Mettons les hommes et les femmes qu'il faut aux places qu'il faut. Tout le problème est là. Quand vous arrivez à l'hôpital et que vous êtes malade, et que la personne qui vous accueille, comme dirait le professeur Abdoul Khan, est une acariâtre qui, on se demande pourquoi elle est là. Et le professeur Fatma Guenoune également a dit quelque chose d'important. Ce n'est pas à ce personnel accueillant qui doit faire le travail des médecins. Mais en cela, c'est l'administration hospitalière qui doit réguler un certain nombre de choses. Et le travail d'éducation va se faire au niveau des masses pour que les gens puissent comprendre. Thiané, vous êtes un modèle de courage pour tous ceux qui combattent contre cette maladie. Vous êtes également le porte-parole de tous ces patients et patientes qui souffrent en silence. Vous leur dites que cette maladie est une maladie comme toute autre. Il faut avoir le courage de l'affronter. Et puis surtout, il faut avoir la force de combattre cette maladie. C'est ce message que vous décernez à tous ces malades. Ce n'est pas une maladie qui, comme le dit le professeur Doudou Diouf tout à l'heure,
condamne inéluctablement à la mort. Non. On peut tomber malade du cancer et guérir. Vous en êtes la preuve que les caméras montrent aujourd'hui. Et il y en a d'autres. Et tout le travail que la LISCA est en train de mener a son sens à ce niveau. Mais vous êtes également... Vous faites un appel aux autorités. Parce que quand on a reçu le livre et que nous avons reçu les 2 rapports disant que le texte doit être publié, on s'est réunis pour savoir est-ce qu'il faut publier le livre ou est-ce qu'il faut chercher à le diluer. On s'est dit non, on ne peut pas. C'est-à-dire censurer ses propos, ce serait être partisan d'une situation qui n'aurait pas dû exister. L'État met les moyens. Cherche peut-être, doit augmenter à mettre les moyens. Mais que le peu de moyens qui sont là soient utilisés à bon escient. Qu'une organisation simple, parfois, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, même s'il faut de l'argent. Parfois, l'organisation mise en place suffit pour plus d'efficience au travail que les vaillants combattants, nos vaillants médecins sont en train de mener. Tiane, je terminerai par là. D'abord en remerciant tous ceux qui vous ont accompagnés. Les médecins à travers la personne du professeur Doudou Diouf, votre famille, les associations à travers la personne de madame la présidente de la LISCA, et à votre famille, Tiane, et vous dire que l'avenir est devant vous. Voilà ce qu'on attend d'une personne. Il ne faut pas qu'autrui ou quelque chose décide de votre vie. Vous êtes un modèle pour la jeunesse de notre pays. Que ces jeunes voient en vous celui qui ou celle qui a décidé que ma vie ne sera pas emportée par un cancer. De la même manière, les jeunes doivent se dire que ma vie ne sera pas emportée par une folie entre guillemets dans le cadre de l'immigration clandestine. Non, restez et battez-vous. Si vous vous battez, vous arriverez toujours au bout de votre combat. Je commence à être très bavard. J'ai parlé avec passion parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche personnellement. J'ai des médecins dans la famille. J'ai eu des malades qui sont décédés suite à un cancer. Et surtout, j'ai des auteurs aussi qui se mènent dans ce combat. Et le combat de l'Harmattan, encore une fois, s'inscrit dans ce cadre. Et professeur Diouf, Madame la Présidente, l'Harmattan Sénégal est à vos côtés. Vous n'hésitez pas, on est juste à l'Harmattan. Nous ne sommes pas immensément riches, mais avec le peu qu'on a, on est prêt à le partager. Merci à tous. Je commencerai à saluer d'abord les membres de l'assistante, Dr Fatma Guenoune, présidente de la LISCA, et Dr Diouf, qui est cancérologue, chirurgien et chimiothérapeute à l'hôpital de Dantec. Et M. Diallo aussi, directeur général de l'Harmattan. Et à ma sœur de cœur aussi, Tiane Ndiaye, l'auteur du livre Malade du cancer, l'œil d'une patiente. Aussi, je saluerai aussi le public qui est en face de nous. Là, j'ai écrit ces quelques lignes en guise de témoignage à ma sœur de cœur, Madame Tiane Ndiaye. Non seulement Madame Tiane Ndiaye, c'est ma sœur de cœur, mais c'est une collègue, une confidente pour moi. À ma sœur de cœur, Madame Tiane Ndiaye, chers membres de l'assistante Dr Fatma Guenoune, présidente de la LISCA, Dr Diouf, cancérologue, chirurgien et chimiothérapeute à l'hôpital de Dantec, et chers invités. Nous voici réunis dans la salle de la LISCA pour auditionner Madame Tiane Ndiaye sur son œuvre intitulée Malade du cancer, l'œil d'une patiente. D'abord, je vais effleurer un peu sur son CV en briefing. Tiane Ndiaye est professeur de philosophie au lycée
Kharkan de Gossas, qui se trouve particulièrement dans la région de Fatick depuis mars 2014. En plus d'un DIA, c'est-à-dire diplôme d'études approfondies en philosophie, elle capitalise une formation en journalisme communication et 9 années de pratique dans la presse écrite, le Témoin, le Messager. En effet, Madame Thiané Ndiaye, appelée affectueusement Dame Philo par sa jumelle de cœur, de par son amour à la philosophie, est une enseignante de profession depuis mars 2014, mais également une mère de famille. Madame Thiané Ndiaye est une dame très modeste, pieuse et bien éduquée. Par-delà ses connaissances intellectuelles et morales, elle est une bonne collaboratrice avec qui depuis 6 ans, je vis sans aucune difficulté, sans aucun remords et qui entretient de très bonnes relations avec ses collègues du lycée Kharkan. Elle aide sans faille ses élèves qui la sollicitent à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Madame Thiané Ndiaye pourrait bel et bien ne pas reprendre quand on devait repartir dans les salles de classe parce qu'elle avait un certificat médical délivré par docteur Diouf. Mais arrivé chez le proviseur, il lui a remis le certificat médical. Mais le proviseur lui a dit, Madame Thiané, il faut essayer d'aider les apprenants. C'est difficile, mais essayons avec ces 2 mois pour essayer tout simplement de combler le gap qui nous reste. Mais comme elle est vouée, très douée, aime ce qu'elle fait, elle n'a dit mot. Elle a répondu au proviseur tout simplement en souriant. Pro, c'est pas grave, on va essayer de gérer. Yalla ba. De temps en temps, je lui dis, Mesdames Philo, mais il faut se reposer. De temps en temps, elle est au lycée, de 16h jusqu'à 20h avec ses élèves pour faire des cours de rattrapage. Malgré sa maladie, parce que je suis témoin, parce que je vis sous le même toit qu'elle. Non seulement du côté social, elle est formidable et extraordinaire, mais je peux témoigner beaucoup sur ma sœur de cœur Thiané Ndiaye. Elle est généreuse, très disponible, généreuse surtout parce qu'elle donne son tout. Elle est engagée aussi en matière de connaissances, en matière d'argent, elle donne sans calculer. Et là aussi, elle a fait preuve de foi durant toute sa maladie. Je suis témoin. De temps en temps, elle fait ses chimiothérapies à l'hôpital Dantec. Elle quitte ici à Dakar, elle quitte à Gossas à 4h du matin et revenir le même jour. Et vous connaissez que Dakar-Gossas, vraiment, c'est des kilomètres à parcourir. De temps en temps, elle arrive à Gossas dès 2h et 4h du matin avec des séances de chimio. Là, c'est pas facile. De temps en temps, elle est lassée par sa maladie. Elle est fatiguée. Mais elle va tout simplement reprendre ses tâches au lycée. Moi, je l'estime beaucoup. Je l'estime beaucoup parce que je me dis que je devais connaître Thiané tôt. Je devais connaître une personne comme Thiané Ndiaye tôt parce que je n'ai jamais rencontré une amie comme elle. Donc je me dis que, pourquoi je l'appelle Dame Philo, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, de par son amour à la philosophie. Elle aime aussi ses apprenants avant le bac, avant les anticiper, avant le bac général même. Elle a invité ses élèves à la maison pour faire un repas copieux en leur souhaitant tout simplement bonne chance et leur donner courage. Regardez ça. Là, je crois que aussi, Thiané, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. Moi, je suis une Je suis professeur d'espagnol. Mais vraiment, Thiané
Tiens, moi, je ne sais pas, je ne trouve pas les mots pour lui qualifier d'une sagesse extraordinaire. En bref, Madame Tiané Ndiaye est une dame d'une sagesse exceptionnelle. Chaque personne qui a eu à la côtoyer peut témoigner son amour pour l'islam. Elle est très pieuse. J'en suis témoin. Je suis musulmane comme lui. Elle se lève tôt, elle ne rate aucune heure de prière. Au sens de la responsabilité et le respect de son prochain. Bien vrai que je suis proche d'elle, je peux tout lui dire. Elle est toujours souriante. Pourtant, elle pouvait dire que je suis une fonctionnaire comme elle. Mais elle prend de l'argent et me le donne sans autant calculer que moi, je perçois mon salaire comme elle. Donc là, je crois aussi, c'est pas facile. Durant sa maladie, elle a fait une preuve de foi. De foi, vraiment de foi. Ok. Maintenant, je vais essayer donc de clôturer. Pour cette occasion, je la remercie du fond de mon cœur de toute sa générosité, de toute sa disponibilité, son attention particulière à mon égard et tout l'amour qu'elle voue à ma modeste personne, à ma famille et à tous ses collègues. Alors, je lui souhaite beaucoup de succès dans cette œuvre qu'elle va tout à l'heure nous présenter. Œuvre qui démontre toutefois sa foi à la personne humaine souffrant de cancer. Donc je vais d'abord commencer par saluer l'assistance. Donc saluer toutes ces personnes-là qui ont tenu à faire le déplacement pour venir me soutenir. Saluer Madame Guenoun, présidente de la LISCA, d'abord pour le soutien que la LISCA m'a apporté durant mon traitement, mais aussi pour avoir bien voulu accueillir cette cérémonie. Donc lorsque je lui ai soumis l'idée, donc elle m'a dit tout de suite que ça ne posait aucun problème, qu'on pouvait parfaitement venir, donc faire ça, que ce serait un honneur pour la LISCA d'accueillir cette rencontre. Remercier aussi le docteur Diouf, qui est mon médecin traitant. Et lui aussi, c'est, comme il l'a dit, il est même devenu un ami. Même en dehors de mes traitements, je l'appelle, je discute avec lui. Voilà, donc, et c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc je lui disais tout de suite que si tous les médecins étaient comme lui, donc aucun malade n'aurait de problème dans ce pays. C'est quelqu'un qui a une grande humanité, il est très humain, des qualités humaines. C'est quelqu'un qui a une très grande capacité d'écoute. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué donc, en lui. Saluer aussi M. Diallo, donc, qui a aussi bien voulu éditer ce livre. Et je dirais aussi que je n'ai même pas déboursé le tiers de ce que je devais payer normalement. Donc lorsque le manuscrit est arrivé entre leurs mains, donc ils m'ont dit tout de suite, quels que soient les moyens que tu as, on va éditer ce livre. Donc ils m'ont, les membres de l'Harmattan, facilité la tâche. Donc remercier aussi mon ami, vraiment. Remercier mon ami, ma collègue, Oulimata Mambay aussi, que je salue, qui a réussi à me faire pleurer alors que j'avais décidé de ne pas pleurer. Voilà. Donc remercier tout le monde. Et donc dire que, contrairement à un bon nombre d'écrivains, parce que souvent les écrivains vous disent qu'ils titillent l'écriture depuis leur tendre enfance, que depuis leur tendre enfance ils écrivaient, etc. Moi personnellement, ce n'est pas mon cas. J'aurais jamais imaginé devenir un jour écrivaine. Donc je peux dire que c'est par la force des choses. Par la force des choses, parce que avec la maladie du cancer, avec le traitement que j'ai eu à suivre, avec les rendez-vous à l'hôpital, au niveau des hôpitaux je dirais, parce que j'ai fait quand même pas mal d'hôpitaux, j'ai eu à rencontrer personnellement, donc directement et indirectement,
donc des difficultés. Et par rapport à toutes ces difficultés, je me suis dit que autant de souffrances, autant de difficultés, on n'avait pas le droit de les taire alors qu'on a la capacité de les rendre publics. Donc comme on le sait, au Sénégal, on n'a pas l'habitude de parler de la maladie. Quand on souffre d'une maladie, on a tendance à cacher qu'on souffre d'une maladie. Or, la maladie, personne ne décide de tomber malade, comme je dis. Donc c'est quelque chose qui relève de la volonté divine. Et je me suis dit qu'en écrivant ce livre, je me soigne d'abord moi-même. C'est une thérapie parce que j'ai pu exprimer tout ce que je n'ai pas pu exprimer au niveau de l'hôpital. Ensuite, c'est aussi une thérapie en quelque sorte pour les malades du cancer. Donc un message d'espoir que je leur adresse parce que c'est toujours possible. Donc l'idée qu'on a du cancer de manière générale, c'est que c'est une maladie mortelle. Quand on a le cancer, donc notre issue fatale, c'est la mort. Ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de décès causés par le cancer, mais tous les malades du cancer ne meurent pas. Donc c'est aussi un message d'espoir que je veux lancer à l'endroit de tous ces gens-là qui sont atteints par la maladie du cancer. Donc, M. Diouf me disait, quand il a lu le livre, que ce livre-là pouvait être intitulé « Le parcours du malade », je pense. Parce que, justement, j'ai retracé donc, le parcours que le malade a mené depuis le début, depuis la première consultation. Et ce n'est pas toujours facile. Et c'est pourquoi, justement, parce que moi, ce qui m'a frappé lors de mon premier rendez-vous à l'hôpital, donc c'est le nombre de femmes que j'ai trouvées sur place. Beaucoup de femmes. Donc ce qui signifie que le cancer aussi c'est une maladie qui touche particulièrement les femmes. Beaucoup de femmes étaient là. Et tu regardes ces femmes-là, elles ont tendance même à se cacher de leur entourage, de leur famille. Même parfois le mari n'est pas informé par rapport à la maladie. Donc ça c'est difficile de souffrir et de devoir cacher sa souffrance, même aux personnes qui vous sont le plus proches. Ce n'est pas toujours évident. Et c'est pourquoi donc, les thèmes que j'ai eu à aborder donc, dans cet ouvrage, donc c'est surtout les difficultés. D'abord la cherté des traitements, parce que c'est une maladie qui coûte très cher. Or, comme on le sait, on est dans un pays pauvre, où les gens n'ont pas toujours les moyens de se prendre en charge, donc sanitairement parlant. Donc, c'est une maladie qui touche les femmes. Or, on sait aussi que les femmes constituent une couche assez défavorisée au Sénégal. Une petite minorité de femmes travaillent. Et même ces femmes qui travaillent ont des difficultés pour se prendre en charge. Moi-même, comme je l'ai dit dans le livre, j'ai eu à bénéficier du soutien de la LISCA après avoir contracté un prêt bancaire pour me soigner. Donc, ce n'est pas facile. Et donc, c'est par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes ces difficultés qui sont donc récurrentes dans nos sociétés. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette maladie et qui n'osent pas en parler. Donc, c'est pour leur dire qu'il faut en parler. Parce que quand on ne parle pas de sa maladie, quand les gens ne savent pas de quoi on souffre, ils ne peuvent pas nous aider. Or, c'est une maladie qui nécessite de l'aide, autant sur le plan financier que sur le plan psychologique. Parce que c'est une maladie assez lourde à porter. Donc, on a besoin de soutien financier, certes, mais surtout de soutien psychologique, moral. Parce que pas mal de femmes vous disent, c'est avec la maladie que mon mari m'a abandonné. Pas mal de femmes sont abandonnées par leur mari, donc à cause du cancer. Donc, quand les dépenses commencent à se multiplier, etc., donc le mari s'enfuit. Donc, comme je l'ai déjà dit dans une émission, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais nos hommes ont tendance à être là pour le meilleur et à s'enfuir pour le pire. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi de ça. Qui souffrent donc de ça, qui ont été abandonnées par leur mari. Et ces femmes-là ont grandement besoin de structures telles que la LISCA. Et c'est pourquoi dans le livre, j'ai tenu à parler de la LISCA. Parce que quand même la LISCA m'a soutenu à un moment où j'avais déjà dépensé tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Donc mon seul espoir reposait sur la LISCA. Et ils m'ont aidé, donc les membres de la LISCA, je veux dire.
Et ce qui m'a aussi le plus frappé à la LISCA, c'est l'accueil. Si je dénonce l'accueil à l'hôpital, mais l'accueil à la LISCA est diamétralement opposé. Non, c'est vrai. C'est pas pour vous lancer des fleurs, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc la première fois que j'ai eu à déposer un dossier, donc la dame que j'ai trouvée ici, c'était Madame Gueye. Elle m'a dit là, tiens, franchement, nos moyens sont épuisés, mais on attend d'autres moyens. Mais la manière dont elle m'a parlé était tellement avec tellement de compassion, etc. Je suis sortie de la LISCA, pas avec donc, la promesse d'un traitement tout de suite, mais avec le sourire parce qu'ils m'ont bien accueilli. Et ça, c'est important pour un malade. Donc, un malade qui vient, qui souffre, je pense qu'il a besoin de compassion. Ça, c'est la moindre des choses. Or, comme je le dis dans le livre, ce n'est pas toujours le cas au niveau de nos hôpitaux publics. Donc, tu as l'impression que, à la limite, on nie à l'homme sa dignité d'homme. Parce qu'on ne vous prend pas au sérieux. Et c'est des choses que j'ai vécues. J'ai vu d'autres gens vivre pire. Parce que aussi, comme je l'ai dit dans le livre, quand on vous parle en français et que vous répondez en français, ils se disent que voilà, cette personne-là, peut-être qu'elle a un certain niveau. Mais quand ils vous parlent en français et que vous ne parvenez pas à répondre, c'est encore pire. Donc une fois, une dame est venue me voir pour me dire, Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer donc comment je dois prendre mes médicaments? Mais ça, ce n'est pas le rôle d'une patiente. Voilà. Mais elle avait tellement peur de poser la question à son médecin traitant qu'elle a préféré venir vers moi en tant que malade comme elle. Donc c'est des choses que moi j'ai vécues, certaines choses directement, d'autres indirectement. Et c'est pourquoi aussi j'ai tenu à faire ce témoignage, j'ai tenu à écrire ce livre. Peut-être que ça va changer des choses. En tout cas, c'est mon souhait. Ça va changer des choses, ça va changer des comportements, même si ça va prendre du temps, mais que ça change aussi les comportements, parce que les malades aussi souffrent beaucoup au niveau des structures sanitaires. Donc la communication, comme j'ai eu aussi à le souligner, c'est un grand problème. La communication au niveau des structures sanitaires pose problème. Parce que récemment, j'ai une cousine qui m'a mise en rapport avec une malade qui demandait des renseignements concernant la LISCA, je l'ai renseigné. Mais une malade qui se traite depuis des mois, mais qui ne sait même pas qu'elle a le cancer. C'est ma cousine qui travaille à l'hôpital qui a dit à sa mère que votre fille souffre du cancer. La mère lui a dit non, personne ne nous a parlé de cancer. Elle lui a dit si, parce qu'elle fait des séances de chimio. Et quand on fait des séances de chimio, c'est parce qu'on souffre de cancer. Donc, quand le malade est conscient de son mal, donc là, je pense que le malade gagne de la sérénité. Et cette sérénité-là est indispensable quand on veut combattre une maladie comme le cancer. Parce que comme on le dit, c'est une maladie aussi qui n'aime pas le stress. Le stress a tendance à accélérer la maladie. Maintenant, quand on est dans le flou total, quand on ne sait même pas de quoi on souffre, donc ça pose problème. Une fois aussi, comme je l'ai dit dans le livre, une femme est sortie du bureau d'un médecin, mais en pleurant à chaudes larmes. Quand on lui a demandé qu'est-ce qui se passait, elle a dit que le médecin vient de lui annoncer qu'elle avait la pire des maladies. Quand on vous dit que vous avez la pire des maladies, on sous-entend que votre issue fatale, c'est la mort. Donc ne vous fatiguez même pas, restez chez vous et attendez tranquillement la mort. Donc ça aussi, ce n'est pas des comportements à avoir avec les malades. Et c'est vraiment des choses qui m'ont frappé, qui m'ont choqué à la limite et qui m'ont amené vraiment à écrire ce livre. Et Dieu merci, quand j'ai fini de l'écrire, donc je suivais une émission à la télé quand j'ai vu M. Diallo qui parlait de l'Harmattan, etc. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu l'Harmattan. Et je me suis dit que j'allais contacter donc Harmattan pour voir ce que ça va donner. Voilà, j'ai appelé le 1212 pour avoir vos coordonnées. J'ai appelé, alors on m'a dit, vous pouvez, ça ne vaut même pas la peine de vous déplacer, mais envoyer ça par courrier électronique. J'ai envoyé. Et quelques temps après, donc, on m'a appelé pour me dire qu'on avait accepté, le comité avait accepté votre ouvrage. Et quand j'ai lu aussi la décision du comité, j'étais tellement soulagée parce que le comité appréciait positivement le travail.
Donc j'étais soulagée et rassurée par rapport à beaucoup de choses. Quand je suis venue aussi au niveau de l'Harmattan, avec mes maigres moyens, donc les membres de l'Harmattan m'ont dit, madame, quels que soient les moyens dont vous disposez, ce livre-là sera édité. Et c'est comme ça qu'ils ont édité le livre avec les maigres moyens que j'avais. Voilà. Je voulais ajouter que je m'étais moi. Quand personnellement j'ai su que vous sortiez une bataille sur le cancer, parce que si vous l'avez su avant, même ceux que la comptabilité a eu à encaisser n'auraient pas encaissé. Ça, je le jure devant Dieu. Quand je l'ai su, c'est M. Kouni qui me l'a dit. Écoutez, dans ce cas, on publie le livre en l'état, vous ne lui demandez rien. Je vais quand même à le dire. Merci en tout cas. Okay, merci. Et merci à vous. Donc c'est à moi de vous remercier parce que si vous aviez mis en avant les moyens financiers, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Mais vous aviez fait preuve d'une grande compréhension, d'une grande humanité, je dirais. Et donc aujourd'hui, je vais terminer en 10 ans, en assurant cette assistance-là que je ne compte pas m'arrêter là. Je compte m'investir encore davantage dans la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, donc c'est le moyen le plus efficace aujourd'hui. Parce que comme les médecins eux-mêmes le disent, souvent les malades arrivent à l'hôpital tardivement. Donc souvent quand ils arrivent à l'hôpital, c'est déjà trop tard pour faire quelque chose pour ces malades-là. Donc je compte m'investir. Je suis dans le milieu scolaire et comme j'ai eu aussi à le constater, de plus en plus il y a des jeunes filles particulièrement qui sont touchées par cette maladie. Donc je compte à partir même dès le début de l'année scolaire prochaine, Inch'Allah, faire de la sensibilisation auprès des élèves. Donc j'ai eu à rencontrer des collègues lors du bac de cette année. Donc on venait d'horizons divers, mais ils m'ont dit que madame, dès le début de l'année scolaire, on va vous inviter dans nos établissements respectifs pour que vous parliez aux élèves. Parce que c'est une nécessité aujourd'hui, donc il faut mettre l'accent sur la sensibilisation, parce que comme je l'ai dit, c'est une maladie qui coûte excessivement cher. Je vais aussi faire un plaidoyer pour la mise en place d'une fondation dédiée à cette maladie-là, comme c'est le cas dans d'autres pays africains. Parce qu'une fondation pourrait permettre même de booster la recherche, pourrait permettre d'octroyer des bourses de spécialisation, pour permettre aussi d'avoir le maximum de cancérologues possible, parce que ça pose aussi problème. Je le dis dans le livre, donc, certes, les médecins, parfois, ils veulent faire plus et mieux pour les malades, mais ce n'est pas toujours évident. Si vous êtes dans votre bureau et qu'il y a des dizaines de malades qui vous attendent dehors, ce n'est pas évident de prendre beaucoup de temps, de parler aux malades, de le sensibiliser, de prendre en charge l'aspect psychologique, etc. Donc ce travail-là, normalement, devrait revenir à d'autres. Par exemple, les psychologues conseillers, etc. Donc le malade du cancer de manière générale, je pense qu'il y a toute une organisation à faire autour de ce malade-là pour lui permettre de combattre la maladie avec succès. Donc je vais finir par remercier donc, toute l'assistance, remercier Mme Gonoul, la LISCA particulièrement pour tout le soutien apporté, remercier monsieur le docteur Diouf. Donc lui, je ne le remercierai jamais assez parce qu'il m'a donné cette sérénité-là dont j'avais besoin pour combattre la maladie. Remercier M. Diallo, remercier ma famille aussi, cette famille-là qui m'a soutenu pendant ce long combat. Donc qui m'a soutenu pendant ce long combat. Les collègues, mes élèves aussi, qui ont su que j'avais cette maladie-là, j'ai cette maladie avec le livre. Même mes collègues, mes élèves, certains d'entre eux sont là, ne savaient pas que je souffrais du cancer. Donc j'ai tout fait pour mener à bien, mes devoirs de professeur, donc à l'endroit de mes élèves. Donc remercier mon ami Oulimata Mambay, mes amis aussi avec qui j'ai partagé la même promotion au CESTI, mes frères, mes sœurs, vraiment, donc qui m'ont aussi beaucoup soutenu durant toute ma vie, je dirais, et qui ont peut-être mis en moi cette foi-là qui m'a permis de combattre cette maladie. Faire un coucou à mes enfants,
mes 2 petites filles qui sont là et qui ont été aussi des sources de motivation donc, pour combattre cette maladie-là. Merci à vous tous.